eu des trahisons. Est-ce que cette génération que nous incarnons aujourd'hui pourrait s'inscrire d'une façon différente dans notre histoire? Est-ce que les trahisons que nous avons connues pourraient permettre à cette nouvelle génération de s'inscrire d'une façon différente dans l'histoire? Si on prend des dates comme 1960, avec la trahison qu'on a connue avec l'UPC, si on prend 1971, avec la trahison qu'on a connue toujours avec l'UNC, cette fois-ci, si on prend 1972, avec la fameuse unification-réunification, on retombe toujours dans le même schéma. Si on prend 1992, avec le multipartisme, on retombe dans le même schéma. Et donc, il est évident de comprendre que nous ne sommes jamais entrés dans le multipartisme au Cameroun. C'est donc une lutte qui, en réalité, oppose le colon et son parti politique qu'il a intégré au Cameroun, l'UNC, qui a muté et est devenu le RDPC. Et dont l'opposition camerounaise, en réalité, n'a jamais existé. Je vais reprendre cette phase. La lutte politique du Cameroun s'inscrit en 3 grandes phases. Première phase, la lutte des hommes comme Martin Paul Samba, Douala Mangabel, Ngozo Dine, etc. Deuxième phase, vous avez Oumniobe et consorts, jusqu'à Ernest Ouandji en 71. Troisième phase, vous avez 92, avec les gens comme Albin Zonga, John Frunji et compagnie, jusqu'en 2025. On voit donc que le colon, à l'époque qui était allemand, a utilisé la première phase pour brider, torturer, torpiller le Cameroun et détruire l'intégrité nationale partant de Douala. La deuxième phase a permis, avec l'indépendance, d'insérer dans le système camerounais un nouveau système politique, ici à Akebouté, derrière l'UNC de Amadou Ahidjo. Ce parti politique a joué le rôle d'une pépinière qui a donc formé des hommes politiques dans un parti unique qui ont donc évolué jusqu'en 1992 avec l'affaire du multipartisme. Le multipartisme en réalité naît pourquoi? Parce que l'UNC avait déjà changé de nom. Il est quitté de l'UNC au RDPC pour effectivement préparer déjà le multipartisme qui allait apparaître comme une libération pour les Camerounais. Exactement comme l'indépendance de 1960 avait été prévue depuis 1955, mais la condition sine qua non fut que l'UPC fut d'abord écartée, dissoute, détruite et anéantie. Première phase. Deuxième phase, on a dans les Oumniobé qui se battent jusqu'en 71 avec Ernest Ouandji qui va donc être fusillé. La troisième phase, c'est ce que vous avez aujourd'hui devant vous. Ce sont les Albin Zonga, ce sont les Maurice Kamto, ce sont les Issa Thieroma Bakari, ce sont les Bello Bouba Maïgari. Ce sont eux qui constituent la troisième phase. Même si en réalité, ils sont là depuis la deuxième phase. Mais je vous explique que comme il y a une continuité dans l'UNC jusqu'au RDPC, ces acteurs, Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto, etc., tous en réalité ne sont que la continuité de l'UNC. L'UNC a été la mamelle nourricière de la classe politique qui a donc été créée en 1992 sous le prétexte du multipartisme qui en réalité n'a jamais existé. Le RDPC a pour nom de naissance UNC. Je reprends cette phrase. Le RDPC a pour vrai nom de naissance UNC.
Parce que Paul Biya était d'abord dans l'UNC, avant de renommer l'UNC en RDPC. L'UNC qui est né, importé par le colon, a permis d'engager la deuxième phase. Ils ont donc formé des hommes politiques. Ils ont entraîné des hommes politiques. Ils ont préparé les hommes politiques pour proposer aux Camerounais quelque chose qui en réalité était une chimère. Cette chimère portait un nom, c'est le multipartisme. Et donc, la déclaration officielle du multipartisme, bien qu'ayant été incitée, bien qu'ayant été accélérée par des hommes comme Ekan et Anissé, depuis une chambre d'hôtel à Douala, en 92, va donc, en 90 déjà, c'était en 90, excusez-moi l'erreur, en 90, va donc engager au Cameroun toute une procédure qui va entraîner ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black. Et c'est de l'affaire Yondo Black que le SDF va donc ébranler la scène politique camerounaise jusqu'à amener l'opposition vers la victoire en 92. Victoire qui sera arrachée par les mêmes acteurs qui ont été formés dans l'UNC. Et c'est donc ceux-là qui ont été formés dans l'UNC qui vont déstabiliser l'opposition en 92 et remettre la victoire au RDPC ou à ce que l'UNC est devenu le RDPC. Donc, ne séparez jamais le RDPC de l'UNC. Séparer le RDPC de l'UNC, c'est oublier l'impact colonial au Cameroun. Donc, l'UNC, devenu RDPC, va faire le multipartisme au Cameroun et ce multipartisme va se nourrir des acteurs politiques qui avaient été formés au sein de l'UNC, devenu RDPC. Et donc, ces partis d'opposition vont naître sans jamais réellement vouloir renverser le pouvoir. C'est donc pour ça qu'en 1992, vous avez des personnes qui vont venir au secours du gouvernement en place pour remettre le pouvoir à ceux-là parce que c'est eux qui sont la connexion directe avec le porte-monnaie financier qui, lui, est de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que vous comprenez cette structure? C'est cette structure-là qui justifie aujourd'hui les multiples trahisons. Dès lors qu'on s'est rassuré que le peuple n'est pas éduqué, il n'a pas d'école, il n'a pas de route, il n'a pas d'hôpitaux, il n'a rien. Il est donc condamné à souffrir. Et parce qu'il souffre, n'importe quelle main tendue devient salvatrice. N'importe quelle main tendue permet de trahir. On ne demande plus si on a des hommes politiques de conviction, on demande jusqu'où ils peuvent aller sans se laisser corrompre. Ça devient donc une question de temps. On se demande bien qu'est-ce qui se passerait si on leur proposait un peu d'argent. Et on voit que dès lors que l'argent entre en jeu, les trahisons se multiplient. Et donc la troisième phase de résistance au Cameroun n'est plus une phase de résistance économique, n'est plus une phase de résistance politique, non. C'est une phase de résistance stratégique et générationnelle. Comment est-ce que cette nouvelle génération va s'inscrire dans la résistance? Avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les voyages, l'avion, la facilité des voyages aujourd'hui. Comment est-ce que les découvertes que les Camerounais font dans le monde, dans l'Afrique, pourraient leur permettre d'abord dans le contexte africain de réellement représenter l'Afrique en miniature que le Cameroun est sur le plan politique? Comment est-ce que dans le monde entier, les Camerounais qui, eux, y résident, vont utiliser leurs compétences, leurs connaissances acquises pour implémenter un changement politique au Cameroun? Eh bien, la réponse, le gouvernement dont je vous parle a répondu en 1968. C'est-à-dire en 1968, ils ont mis sur pied une loi qui bloque la double nationalité. Parce qu'ils savaient déjà que la réponse aux problèmes stratégiques qu'il y a au Cameroun ne pourrait pas venir du Cameroun, mais que cela viendrait forcément d'un pays étranger dans lequel les Camerounais, eux, se retrouveraient. Et donc, avec cette force-là, pourraient revenir au Cameroun changer les choses. Prenez le temps, si jamais vous avez 2 minutes dans votre journée, d'aller sur Google, sur Internet, écrire loi de 1968 au Cameroun. Lisez-la. Vous découvrirez énormément de choses. Donc cette loi coupe d'abord le Cameroun de sa diaspora.
évitant ici que les choses qui se sont passées dans d'autres pays, venant de la diaspora, ne se fassent jamais au Cameroun. Donc, on voit que la politique de l'UNC, menée pas par Ahidjo, mais plutôt par la métropole coloniale, avait été érigée en stratégie politique. Et cette stratégie politique a été consignée dans les mémoires, dans des rapports, dans des notes stratégiques. Et ces notes-là ont été léguées pas par des Camerounais, mais par des colons qui, eux, à l'époque, ont combattu, tué, exterminé les militants de l'UPC. Et donc, le mode opératoire de l'UNC est le même mode opératoire du RDPC. Et donc, l'UNC qui a formé toute la classe politique actuelle de 1960 redevient donc le RDPC. Et donc, le RDPC est l'héritier, sinon le maquillage, la modernisation de l'UNC. Il n'y a pas de RDPC sans UNC. Si vous faites une analyse politique en faisant une différenciation entre l'UNC et le RDPC, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous vous mettez même les pieds dans l'œil. Parce que l'UNC, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est l'UNC. Les acteurs de l'UNC sont les acteurs du RDPC et les acteurs du RDPC sont les acteurs de l'UNC. Autrement dit, ceux qui ont tué l'indépendance vraie du Cameroun se trouvent dans l'UNC. Ceux qui ont tué le multipartisme du Cameroun se trouvent dans le RDPC. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est donc pour ça que tous les acteurs fondamentaux du parti unique du Cameroun, tous ceux qui ont contribué à créer la politique au Cameroun, entre guillemets, accompagnés par les colons, sont ceux qui aujourd'hui sont des leaders politiques au Cameroun. Sont ceux qui aujourd'hui au Cameroun ferment leur bouche quand ils voient ce qui se passe dans notre société. Et donc, notre mission à nous, notre génération, qui est née dans l'Internet, qui est née avec les réseaux sociaux, notre mission est de choisir, laisser nos enfants grandir, laisser nos enfants grandir dans la souffrance, dans le silence, baisser la tête quand on voit le policier, baisser la tête quand on voit l'avocat, baisser la tête quand on voit le gendarme, baisser la tête quand on voit le commissaire, baisser la tête quand on voit n'importe qui. On est donc entré dans un système où seuls ceux qui savent la vérité peuvent bénéficier de la richesse du Cameroun. Le Cameroun, le gouvernement, va donc commencer à repartir les richesses, mais pas en fonction de ce que le Cameroun, les lois camerounaises demandent, mais en fonction de ce que l'idée coloniale déjà ancrée dans l'UNC imposait. C'est donc à ce moment que vous voyez que les familles qui étaient riches à l'époque de l'UNC continueront toujours d'être riches à l'époque du RDPC. Donc, il est fondamental de comprendre que l'UNC est aujourd'hui incarné dans le RDPC. Et que le RDPC n'est que l'UNC qui a changé de nom, comme une femme qui fait son make-up. Donc, si vous comprenez ça, commencez donc à voir les qui, en 92, sont quittés de ce que la classe politique de l'UNC avait proposé pour créer l'opposition. Et quand vous comprenez comment l'opposition est donc née en 92, et comment l'opposition a perdu en 92, les acteurs qui ont amené l'opposition vers son échec en 92, et la liberté, l'impunité qu'ils ont aujourd'hui quand ils reconnaissent que c'est eux qui ont donné au RDPC la victoire en 92, donc qui ont empêché la création d'un vrai multipartisme au Cameroun, il devient évident que nous ne sommes jamais entrés dans le multipartisme. C'est pour ça qu'il devient logique pour n'importe quel leader de l'opposition de rejoindre le RDPC. Parce que le RDPC, donc, apparaît comme étant la maison mère politique du Cameroun. C'est l'incubateur. Il est donc normal que certaines personnes vous disent qu'eux, ils vont rentrer au Cameroun, qu'elles vont rentrer au Cameroun. Il est normal que certaines personnes vous disent que nous, on peut faire refuser de reconnaître la victoire d'un opposant parce que accepter la victoire d'un opposant, c'est accepter qu'il y a réellement multipartisme au Cameroun. Et accepter qu'il y a multipartisme au Cameroun
pour un opposant, c'est accepter qu'il faut qu'il fasse la lutte politique. Reconnaître la victoire d'Issa Chiroma au Cameroun aujourd'hui, c'est accepter de combattre le régime. Parce que le régime combat violemment et même mortellement toute personne qui sort du rang de l'UNC RDPC pour accepter le vrai jeu politique dans la démocratie et dans le multipartisme. Ce qui s'est passé avec Ekane Anissé est la preuve fondamentale de ce que je vous dis ce soir. Ekane Anissé, avant son départ, a été privé d'oxygène. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il a été asphyxié pendant des mois. Il manquait d'oxygène, d'air pour respirer. Et on savait tous qu'il manquait d'air. Ses amis politiques de l'opposition, entre guillemets, savaient ce qui allait se passer. C'était inéluctable. Les amis qu'il avait au sein de l'appareil gouvernemental savaient ce qui allait se passer. C'était inéluctable. Mais ils ont laissé faire. L'opposition a laissé faire. Ses amis ont laissé faire. Et donc, comment est-ce qu'un opposant digne de ce nom peut se lever et aller aux obsèques d'un homme comme Anissé Ekane quand il sait ce que je viens de vous dire? Il ne peut pas affronter le corps d'Anissé Ekane. Il ne peut pas affronter de regarder, de vivre, de respirer l'air à côté de celui qu'on a privé d'air. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. C'est la nature qui s'impose. C'est la vérité qui s'impose. Dès lors que vous savez que le RDPC n'est que l'UNC qui s'est transformé, qui s'est maquillé, et que tous les acteurs politiques, la plupart aujourd'hui, sont ceux qui ont été créés dans l'incubateur de l'UNC qui s'est transformé en RDPC. Vous voyez que accepter que Issa Chiroma a gagné aujourd'hui, c'est accepter de se mettre dans le camp en face du RDPC. C'est donc accepter de mener la politique jusqu'à la mort. Et ces gens ont fondamentalement peur de la mort. Ces gens ont fondamentalement peur de la prison. Ces gens ont fondamentalement peur du conflit avec le régime. Pourquoi? Parce que le colon depuis l'UNC leur a montré ce qui se passerait si jamais ils s'opposaient à eux. La lutte donc de l'UPC contre le régime et contre le colon a été l'espace de test de la conscience politique des hommes camerounais. Ils ont abdiqué, ils ont abandonné, ils ont trahi. Ils ont trahi. Ils ont trahi notre génération. Ils ont trahi leur génération. On a deux générations qui ont été trahies. Notre génération aujourd'hui a Internet. Qu'est-ce que nous en faisons? Notre génération aujourd'hui a les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous en faisons? Notre génération aujourd'hui a des visas quand ils veulent pour certains. Qu'est-ce qu'ils en font? Et donc, c'est là que se situe le cœur même, le centre névralgique de la lutte de notre génération. Est-ce que notre génération va comprendre un jour que c'est à elle de mener sa lutte et non de se cacher derrière les hommes d'une autre génération pour mener leur lutte? C'est pour ça que la victoire du président Issa Chiroma devient fondamentale parce qu'elle est une base, elle est une fondation pour notre génération. C'est pour ça que moi je soutiens le président Issa Chiroma parce que sa victoire est basée d'abord sur une transition. Cette transition permet de recréer le paysage politique en écartant ceux qui ont trahi. Est-ce que ça devient clair pour vous ce soir, cette nuit? Je reprends. Toute personne qui connaît l'histoire politique du Cameroun, toute personne qui a lu même 2 lignes de l'histoire politique du Cameroun, sait que l'UNC d'Ahidjo, c'est le RDPC de Paul Biya. Et si vous êtes d'accord avec moi que l'UNC d'Ahidjo, c'est le RDPC de Paul Biya, vous ne pouvez pas me contredire si je vous dis qu'il n'y a donc jamais eu de multipartisme au Cameroun.
Puisque la logique fondamentale de l'UNC, c'est la logique d'un parti unique. Et la logique fondamentale du RDPC, c'est de respecter les mémoires de l'UNC. C'est de respecter le schéma politique de l'UNC. Et donc, Paul Biya égale Ahidjo, mais modernisé. Et donc, le RDPC ajoute à l'UNC une valeur contemporaine, une valeur liée au temps. Mais sauf que eux-mêmes, étant d'une autre génération, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils n'ont pas appris à savoir. En sciences humaines, on dit qu'on ne peut pas avoir des réponses à des questions qu'on ne sait pas poser. Le RDPC ne s'est jamais posé la question de savoir comment résister, comment conserver son pouvoir face à une génération qui, elle, est connectée à Internet. Face à une génération qui réfléchit autrement. Face à une génération qui voit le monde différemment. Face à une génération qui réagit autrement et dont leurs actions ne peuvent pas être quantifiables ni sur le plan de la qualité, ne peut pas être mesurable par cette génération-là. Ils nous voient comme des extraterrestres. Les Américains, l'anglais exprime mieux ça. Je veux dire, comme des aliens, mais pas aliens dans le sens premier de la chose. En anglais, on dit aliens, c'est-à-dire, ce sont des actions qu'ils ne peuvent pas concevoir dans leur espace. Ils nous voient comme des êtres venus d'une autre planète. Parce que nous, nos émotions, notre contexte de vie est radicalement différent du leur. Je vous montre ici ce soir que nous appartenons à une génération qui a fondamentalement l'obligation de répondre à cette question. Est-ce que le RDPC est la continuité de l'UNC ou est-ce que le RDPC est l'UNC qui s'est modernisé? Bonsoir à toi KSP. Est-ce que l'UNC est le RDPC qui s'est modernisé? Comme une femme qui fait un beau make-up et qui donc présente un visage différent de celui qu'on voit quand elle défait son make-up. Les textes fondamentaux, les textes fondateurs du RDPC n'existent pas. Si vous allez voir l'entête, ce ne sera pas RDPC, ce sera UNC. Et donc si l'UNC est le parti sur lequel le RDPC base sa politique, nous ne sommes jamais entrés dans le multipartisme. Dans la lutte qu'ont menée Oumniobe, Ngozodine, Ernest Wandji, sont des luttes qui se mettaient en réalité, qui les mettaient contre l'opposant, le colon, mais pas contre le système sur place. Et donc le colon étant obligé de partir parce que l'ère mondiale, parce que la globalisation l'imposait à ce moment-là, ont imposé aux Africains une dette coloniale. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le plan politique, ils ont mis les garanties pour qu'aucun acteur politique issu des régions qui s'étaient manifestés contre leur intégration, leur arrivée au Cameroun, ne puisse jamais accéder au pouvoir. Et pour que cela soit garanti, il fallait créer un appareil politique suffisamment fort pour se projeter dans des décennies et des décennies pour que des contrats pétroliers, des contrats d'exploitation, des contrats d'exploration, des gestions financières opaques puissent être protégées et couvertes par des acteurs politiques qui avaient été formés au sein de l'UNC, au sein de la JECAFRA, etc. Et donc, c'est ces acteurs qui, en 1996, sous le prétexte de multipartisme, vont donc, comme des grains de pollen, se balader dans la nature et fleurir dans des zones, dans des régions, dans des provinces à l'époque, et créer donc des partis fondamentalement tribaux, des partis fondamentalement locaux. Je ne veux pas attaquer un parti politique en particulier, je ne citerai pas de parti. Mais remarquez que à chaque campagne électorale, le RDPC, parti central, parti unique au Cameroun, décide de laisser la marge de manœuvre à tous les partis politiques de faire la campagne dans leur village. Le FSNC peut faire des lives, peut faire des conférences, peut faire des conventions, peut faire des manifestations comme ils veulent dans leur fief. Ça ne dérange personne. Mais dès lors qu'ils vont vouloir sortir de leur zone pour s'expandre, pour partager leur message, pour faire de la politique, ils seront bloqués. Rappelez-vous à Menganga, par exemple.
Rappelez-vous de Maurice Kamto quand il voulait quitter de Yaoundé pour Douala. C'est une stratégie antique, c'est une stratégie basée sur les travaux de l'UNC. Et donc le RDPC, c'est l'UNC. Et donc, nous ne sommes jamais entrés dans le multipartisme. Parce que ceux qui ont vu qu'on entrait dans le multipartisme et étaient dans le fondamental de l'UNC, sont sortis de l'UNC pour protéger ce que l'UNC était devenu, le RDPC. Parce que politiquement, la mission de l'UNC était de priver le Cameroun d'une force sociale forte, comme les syndicats, la société civile. Il fallait anéantir des syndicalistes comme Ernest Wandji. Il fallait anéantir des syndicalistes comme Oumiobe. Ce n'est qu'en les anéantissant que le peuple devenait fragilisé et ne pouvait pas s'unir. Je vous ai démontré qu'à l'époque coloniale, déjà avec l'Allemagne, les Ngozodjin, les Douala Mangabel, ainsi de suite, les Akwa, les Wakwa, avaient subi une division brutale par l'Allemagne. Ils ont fait des lettres, des correspondances en Angleterre, espérant que l'Angleterre pourrait intercéder et les aiderait dans ce sens-là. Sauf que la Première Guerre mondiale ayant commencé, on s'est servi de la Première Guerre mondiale pour Kilam, les gens comme Gozodjin et tout ce qui était. Près de 200 personnes ont été sacrifiées ce jour-là. Et donc, la France étant venue, ils espéraient que la France allait mettre quelque chose de différent. Non, la France est revenue appliquer les mêmes systèmes de ségrégation que l'Allemagne faisait. Donc, le système colonial s'est présenté à eux comme étant un système fondamentalement raciste. Puisqu'ils ne s'attaquaient pas, ils s'attaquaient à eux parce qu'ils étaient noirs. Il n'y avait donc aucun respect pour eux, que ce soit de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne. Et donc, ils se sont unis parce que l'oppresseur était visible. Et donc, l'UNC a permis de mettre des stratégies de musellement du peuple et de la politique sur pied. Elle a formé des gens avec la JECAFRA jusqu'en 1992. Et donc, le changement de nom du RDPC inscrit l'UNC dans une modernité. C'est pour ça que le RDPC revient avec un mot différent, le renouveau. Mais c'est le renouveau de quoi? Du Cameroun ou de l'UNC? C'était le renouveau de l'UNC dans sa démarche. C'était un renouvellement de contrat avec la France, avec la Grande-Bretagne à l'époque aussi. Et donc le RDPC va donc former les acteurs pour garantir la bonne marche, le bon fonctionnement des affaires de la colonie, du colon dans notre pays. Et donc s'opposer à ce système du RDPC, c'est nier le monopartisme au Cameroun. C'est nier que c'est la France qui dirige le Cameroun. C'est refuser d'accepter que le Cameroun appartient à la France. Et donc, si tu acceptes que le Cameroun appartient à la France, tu vas jouer le jeu politique de la France et faire semblant de faire l'opposition. Mais sauf que à chaque période électorale, tu dois faire croire à ton peuple parce que tu es une élite. Et si le RDPC te laisse le droit d'être une élite, c'est pour que tu tues la politique dans ton village. C'est pour que tu tues la politique dans ta circonscription. Et c'est quand tu l'as fait qu'on te récompense au sein du RDPC. Parce que ta mission est de brimer le peuple. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les hauts commissaires de la France au Cameroun. Considérer toutes les 360 circonscriptions que nous avons là comme étant des potentats où on a mis à la tête des hauts commissaires français qui ont juste la peau noire. Le gouverneur n'a aucun compte à rendre à la population. Quand il sort, c'est pour mater le peuple. Le sous-préfet n'a aucun compte à vous rendre. Quand il sort, c'est pour mater le peuple. Le préfet n'a aucun compte à vous rendre. Quand il sort, c'est pour vous mater. Le ministre n'a aucun compte à vous rendre. Quand il sort, c'est pour vous mater. Il y a d'ailleurs des ministres qui disent qu'ils vont vous écraser comme des condiments. Et donc, vous voyez que le champ lexical ici est plus brutal. Pourquoi? Parce que c'est le nègre de maison à qui on a laissé la clé de la maison. Et il est donc impitoyable vis-à-vis de celui qui est dans les champs. Parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il torture, qu'il tourmente son frère pour se voir recevoir des médailles. Chevalier de l'ordre de la médaille, meilleur disciple de la France en Afrique, etc. Ce sont des signaux que nous avons eus pendant des années, mais que nous n'avons pas réellement jugé à la juste valeur de ce que cela nous proposait. Et donc oui, cette nuit, il est 1h34 en Allemagne. Et je vous dis que le Cameroun n'est jamais entré dans le multipartisme. C'est pourquoi
reconnaître la victoire de Issa Chiroma est un suicide pour ceux qui ont été formés à l'école coloniale. Et tous sont d'une même génération. Et ce que le président Issa Chiroma nous propose est une rupture. C'est un précédent. C'est pourquoi il est obligé de fuir le Cameroun. Parce que tu ne peux pas être dans un pays qui est monopartiste et vouloir t'imposer comme étant un parti alternatif. On détruit son parti politique. On détruit tous ceux qui le suivaient. On détruit toutes les institutions qui pouvaient l'accompagner. On détruit une opposition qui pouvait même dire, mais en réalité, l'idée du multipartisme n'est pas mal. Parce que si on compte les partis politiques d'opposition aujourd'hui, on ne peut voir que le parti au pouvoir est le chef de l'opposition. Or, si le chef de l'opposition est dans un parti, on va dire qu'il y a multipartisme. Et s'il y a multipartisme, c'est tous les nègres de maison qui ont échoué. Toute l'opposition camerounaise a échoué. Tout le gouvernement a échoué parce que eux tous travaillent de concert pour faire croire que la France est un État digne d'être appelé État de droit de l'homme. Ce qu'ils font chez nous au Cameroun est un scandale. Ils ont donc mis sur pied deux équipes stratégiques. Une équipe qui prétend se battre contre la colonisation ou la néocolonisation, qui sont des panafricanistes et qui vont utiliser des gros mots pour empêcher que le peuple comprenne ce qui se passe. Ils vont donc sélectionner les gens, pas en allant chercher dans les quartiers, non, en calibrant leur discours. Écoutez comment Franklin Nyamsi parle. Est-ce que vous croyez que la mère qui vend les beignets à Mokolo peut comprendre ce qu'il dit? Est-ce que vous croyez que lui, en tant qu'enseignant, ne sait pas qu'au Cameroun, il n'y a que peut-être 3% ou 10% qui vont comprendre ce qu'il dit? Il le sait. Mais il sait que celui-là qui arrive à comprendre son discours va comprendre qu'il est en train de travailler son argent. Écoutez comme Nathalie Yam parle. Elle sait que la façon dont elle parle, au Cameroun, on ne la comprendra pas. Mais elle s'en fout parce que c'est de ça qu'elle a besoin. Parce que si on la comprend, on va savoir qu'elle ment. Et donc, elle va jouer son jeu. Je ne vais pas citer tous les noms ici. Mais je veux que vous compreniez que, comme les Nathalie Yam, comme les gens là, il y a aussi au Cameroun des opposants qui jouent le rôle de bannière. Vous faire croire qu'il y a une opposition, mais en réalité, l'opposition a été mise au pied du mur le 12 octobre 2025. Et sa réponse a été oui, nous sommes les alliés du RDPC. Ça se voit dans leurs actions. Il y a même des partis d'opposition qui ont créé des mouvements internes pour renforcer la lutte qu'ils mènent pour empêcher qu'il y ait du multipartisme au Cameroun. En réalité, la vie politique du Cameroun a toujours été la classe politique contre le peuple. Nous sommes encore à l'ère de l'esclavage au Cameroun. Ça fait mal de le dire, mais il faut qu'on se dise les vérités. Nous sommes dans un système d'esclavage. Les hommes politiques que vous avez au Cameroun sont des esclaves. Ce sont des nègres de maison. Le colon est quitté du Cameroun, il est parti dans son pays. Et le nègre de maison, on lui a donné les clés et le fouet. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Nous, notre génération, dans un pays qui a 65 ans, le président a pratiquement 100 ans. Quand vous êtes né vert, on peut facilement ajouter 5 ans ou vous retirer 5 ans. Si on choisit d'ajouter 5 ans, Paul Biya est un homme qui a dans les 5 ans. Il n'y a qu'à voir son comportement pour comprendre que c'est un homme qui a déjà un certain âge. Et donc, on voit que Paul Biya ici n'incarne pas le président, mais le CEO de l'entreprise, entre guillemets, ou bien le directeur administratif du Cameroun, dans une multinationale qui est dirigée par le colon. Et donc, qu'il parte, qu'il ne parte pas, ça ne change rien au système. Parce que le système n'est pas dirigé par Biya, mais Biya n'est que l'exécutant principal. En bas de Biya, il y a des sous-exécutants. Et ces sous-exécutants ont leur mission bien déterminée. Que tu sois de l'opposition ou du parti au pouvoir, tu as ton rôle bien déterminé. Objectif fondamental, ne jamais remettre le pouvoir au peuple. Remettre le pouvoir au peuple, c'est accepter que le peuple demande les réparations. La France ne va jamais, ne veut même pas entendre parler de réparations. Tout comme le gouvernement ne veut pas entendre parler de réparations. Parce que les réparations imposent qu'ils répondent de leurs faits, de leurs actes. Mais devant quelle justice? Le droit camerounais est calqué sur le droit français. Le code de la route camerounais est calqué sur le code de la route français. Et vous comprenez donc que le rapport colonisé-colon n'a jamais été rompu.
Les qui sont ceux qui tiennent ce fil-là? Les qui sont ceux qui protègent ce fil, ce cordon ombilical? C'est notre opposition. Parce que l'opposition camerounaise sait que on ne peut pas, dans une dictature, prétendre qu'on va renverser la dictature par la paix. C'est comme aller à un théâtre et partir avec la moto, dire qu'on va faire du benskin. Ça n'a aucun sens. Donc, la victoire de Issa Tiroma est un sérieux problème pour le Cameroun. C'est une équation insoluble pour le Cameroun. Et vous confirmez que c'est tellement insoluble que même les autres acteurs du régime qui étaient à l'extérieur sont en train de courir pour entrer au Cameroun parce que le gouvernement actuel est en mauvaise position. Dans le monde entier, les choses changent. Les équilibres de pouvoir changent. Ceux qui étaient les puissances mondiales d'hier ne sont plus les puissances qu'on voit demain. Et donc, l'équilibre des choses peuvent changer. Et si ça change et que la faveur va plutôt du côté de celui qui, lui, propose un futur différent, avec une visibilité. Logiquement, il est plus intéressant pour un acteur comme les États-Unis, la Chine, etc., de s'engager avec le président Issa Tiroma. Pourquoi? Parce que son plan de transition de 3 ans à 5 ans permet de rajeunir la classe politique, d'écarter ceux qui sont déjà corrompus et qui ont des dossiers sales qui n'aideraient aucun diplomate international étranger de se mettre en rapport avec le Cameroun. Qui au monde entier peut dealer avec Atangandi qui se lève la nuit et modifie le site internet d'un pays? Si vous faites un contrat pétrolier avec lui d'envergure sur 25 ans, il peut se lever le soir et modifier le contrat. Vous avez donc un pays où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas de droit. Qui peut donc dealer avec un pays comme celui-là? Ce n'est même pas dans l'intérêt, même du colon qui les soutenait. Ils sont devenus trop sales. Et même dans le gangstérisme, quand un de vos éléments est déjà exposé, même dans le renseignement, quand votre couverture est déjà compromise, quand vous êtes compromis, vous devenez un problème pour la structure en général. Et c'est ce qui se passe avec le gouvernement actuel. Ils sont devenus un problème pour la structure coloniale, même avec le colon. Il faut donc les renouveler. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas changer de gouvernement. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas contracter des soutiens financiers à l'étranger. C'est pour ça que la SNH est en difficulté. C'est pour ça que la CNPS est en difficulté. C'est pour ça que le football est en difficulté, parce que tout est concentré autour d'un système que personne au Cameroun ne pilote. Même les munitions de leurs armées, c'est eux qui ne pilotent rien là-dessus. Les armes de l'armée, ils ne pilotent rien là-dessus. Ils ne sont que des exécutants. Et le président Issa Tiroma, en les exposant, met à la face du monde les ficelles tenues par le système néocolonial. Je m'arrête là pour cette nuit. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent dire quelque chose. Je suppose que pour cette nuit, j'ai dit suffisamment de choses pour me mettre mal. Donc, si parmi vous, il y en a qui veulent dire quelque chose, je vous laisserai le temps de monter. Derrière, je vais mettre la suite du documentaire que j'ai mis au début pour que vous compreniez un peu comment les opposants ont préparé l'élection dernière. Vous allez comprendre davantage pourquoi je vous dis que eux tous sont à la solde du même boss, du même patron. Exactement le même. Et sur les conditions d'une succession apaisée. Une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, sans pouvoir pour les peuples du pays et nous faire partager quelque chose de son pays. 21 octobre 2024. Après 49 jours d'absence, une période nourrie d'incertitudes et un président déclaré mort par une rumeur intensifiée par les réseaux sociaux, Paul Biya, président du Cameroun, est de retour sur le sol national. Son Excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Un retour triomphal, comme déjà en 2004 après des rumeurs similaires, diffusé en direct à la télévision nationale et relayé le soir même dans les journaux des télévisions locales et étrangères.
Jérusalem ce soir. Le retour de Paul Biya au Cameroun. Le président camerounais est rentré au pays ce lundi. Un retour qui met fin à de nombreuses rumeurs sur son état de santé ou sur son décès. Paul Biya a donc foulé le sol de son pays en début de soirée. Et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion. La scène, digne d'un couronnement, ravive immédiatement les débats sur la stabilité du pouvoir et l'avenir politique du Cameroun. Car derrière l'apparat et la ferveur manifeste, se profile déjà à l'horizon une élection présidentielle d'octobre 2025 qui promet d'être un moment décisif pour ce pays au cœur de l'Afrique centrale. On a vu le président de la République revenir. Là, c'est Michel Doki. Ne pas prendre la parole. Absolument pas, ni ce jour-là, ni plus tard. On a vu quelques rares images. Et puis, il a redisparu, il est reparti dans le silence. Ça m'a plutôt fait réfléchir sur qu'est-ce qui se passerait si effectivement il ne rentrait plus vivant. Parce qu'il a un certain âge, il n'est pas immortel. Et donc, un jour ou un autre, ça va se produire. Pendant que toute cette affaire s'emballait médiatiquement, notamment les réseaux sociaux, ben moi, je croisais plein de gens qui se disaient « Ah tiens, donc il n'était pas là. Ah, il est malade. » Ben, quand il est parti. Parce que d'habitude, personne ne sait. Qui reconnaît la voix? Les seuls qui ont paniqué, c'est son entourage. Nous, on était sereins. Paul Biya, un homme désormais indissociable de celui du Cameroun. Dans sa 93e année, est président de la République depuis plus de 42 ans, après avoir été Premier ministre pendant 7 années. Une longévité au pouvoir quasi sans précédent sur le continent africain. Pendant des décennies, la question de sa succession est restée taboue, chuchotée dans les allées du pouvoir, mais jamais vraiment abordée en public. Mais ces derniers mois, à l'approche de la présidentielle très attendue de 2025, la question est soulevée dans la société civile, dans l'opposition politique, par les populations, autant que dans les cercles religieux. L'idée d'une nouvelle candidature du chef de l'État camerounais pour un nouveau mandat de 7 ans suscite alors des positions tranchées. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Des positions tranchées, une succession qui fait polémique, une candidature de Paul Biya qui divise autant qu'elle conforte officiellement de nombreux cadres du parti au pouvoir. Quand on a une charge de porter le Cameroun, on n'a pas le droit au repos. Il n'a pas le droit, ce serait de la haute trahison. 2025, c'est une année cruciale. Laissez le président Biya aller se reposer au village, comme on l'a évoqué dans un de ses discours. Je crois que si Dieu lui accorde de la grâce d'être vivant en ce moment-là, laissez-le véritablement aller se reposer. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Depuis longtemps, subsistait une crainte, générée par ce qui était largement considéré comme un flou, voire un vide juridique, en cas de disparition du président de la République, déjà très affaibli par le poids de l'âge. Souvent évoquée, jamais résolue, la question d'un chemin balisé pour une transmission du pouvoir sans incident restait l'élément clé de l'équation. Et le silence de Paul Biya sur l'éventualité de sa candidature à cette élection du 12 octobre 2025 en rajoutait à l'inquiétude. Ideally, if you're a leader who loves your country, you're questioning what is best for my country. And in his position, I will open up. He said, well, listen, all of you want to be president. Let's have a meeting. Let's discuss. We'll do a transition. And then we'll do the elections. We clean up the electoral code. We do the elections. Somebody is elected. And I bow out. La succession
du président Biya est réglé par des textes qui aujourd'hui sont très clairs, que ce soit au niveau du parti, de RDPC, où il est président national, ou alors... Chers amis, je mets pause parce que là, c'est Grégoire Ouna qui parle. Et Grégoire Ouna, dans la scène politique au Cameroun, dans le rôle qu'il joue dans le RDPC, est un rôle fondamental. Grégoire Ouna est celui qui lance les couleurs de la communication du RDPC. Remarquez bien, à chaque événement fondamental, Grégoire Ouna est celui qui vient donner le cap à suivre sur le thème en termes de communication politique stratégique du RDPC. Regardez l'histoire, l'évolution du RDPC, vous comprendrez. C'est toujours Grégoire Ouna qui vient donner la ligne politique à suivre du RDPC. Et ce qu'il dit ici vaut de l'or. C'est-à-dire, écoutez bien ce qu'il dit et vous faites un parallèle avec ce que je vous ai expliqué. Le RDPC ne signifie pas RDPC, c'est le contrat entre l'UNC et le colon. Les textes fondateurs du RDPC n'existent pas. C'est les textes de l'UNC. Donc, réécoutez encore. La succession... Mais KSP, tu es descendu. Tu peux remonter, KSP, pardon. Très clair. Que ce soit au niveau du parti, de RDPC, où il est président national, ou alors au niveau du pays, où il est président de la République. Dans le régime actuel... Est-ce que quelqu'un d'entre vous, j'aimerais vraiment que quelqu'un d'entre vous, KSP, pardon, je t'ai vu monter là. Est-ce que vous avez écouté la phrase qu'il a dite? Il a fait la différence entre Paul Biya, président du RDPC, et Paul Biya, président du Cameroun. Bonsoir KSP, ou bonjour, je ne sais pas quoi dire à cette heure-ci. Ah, Stevie. Bonjour, bonsoir, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je t'apporte juste la force. Hein. Moi, je suis en train de dormir déjà. Non, si tu dors, gars, dors, il n'y a pas. Moi-même, je vais bientôt arrêter le live. C'est parce que j'ai eu cette réflexion-là que je voulais soumettre aux gens. Je sais que le matin, d'autres vont suivre. Il y a des gens qui ont décidé de faire de mon contenu leur propre contenu. Donc, ils vont certainement reprendre ça et partager chez eux. Donc, c'est libre à eux. On fait ça, on fait pas ça pour gagner. C'est pas nouveau. Même les miens sont souvent même copiés, mes expressions même copiées, et ils n'ont même pas toute honte buis, ils sont même incapables de citer même les auteurs. Bon, on est habitué. Mais dis-moi, pardon, je sais que tu dormais. Est-ce que tu penses que l'UNC est vraiment morte avec... Bien sûr, je partage tout ce que tu as présenté là. Tout ce que tu as, tout l'exposé que tu viens de faire, je valide à 100%. Ça entre en droite ligne avec tout ce qu'on a toujours expliqué. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans le statu quo, c'est tout simplement parce que les ojolatistes ont décidé de barrer la route aux puristes nationalistes. C'est simplement ça. Et tu as donné une date qui a cloué au poteau, ou alors qui a mis dos au mur ce semblant de partis qu'on désignait comme étant des partis de l'opposition. Donc voilà, c'est lamentable. Nous ne sommes jamais sortis de cet enclos-là. UPC 1948 a souvent fait des lives par rapport à ça, pour nous montrer que on n'a jamais été libre. Nous sommes toujours en quête de liberté. Ce que l'UPC 1948, je veux dire, ce que Oumyobé a toujours réclamé jusqu'à Ernest Mwandi, on va dire jusqu'à Anissa Ekane, hein, en passant par Ernest Mwandi, Michel Ndo et tout ça, on n'a jamais pu atteindre ça. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans cette posture-là. Et c'est dommage parce que quand je me remémore les propos de Maître Michel Ndoki, c'est désolant. Elle qui veut construire une république sur des valeurs, alors que institutionnellement, on n'est pas sorti de la comment on dit ça? Il y a une expression appropriée par rapport à ça. On n'est pas sorti de la bergerie. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous déjà d'abord de nous affranchir politiquement, de nous affranchir
économiquement, de nous affranchir institutionnellement. Voilà. Donc, moi, je partage à 100%. Et même l'UNC, l'UNC n'est que un prolongement de, voilà, de tout ce que Ojula a mis sur pied, a implémenté. Voilà. Donc, c'est ça que je peux dire pour l'instant. Je sais pas si je me suis fait entendre. Sylvie, tu es là ou pas? Vous m'entendez en bas, les gars? J'ai l'impression que le live Non, bug. on t'entend parfaitement, on t'entend parfaitement. Mais Ah, c'est qui d'accord. avait la photo de Nestor Nana en bas là? Ça, ce n'est pas Nestor Nana, ça. Je connais le profil de Nestor Nana, c'est pas. Mais attends, je vais voir c'est qui ça. Les Camerounais, vous avez atteint une dimension. Hein. C'est pas Nestor Nana, c'est quelqu'un qui a pris qui a donné pour pseudo Nestor Nana Giclou. Ouais, on peut faire ça, Adama. Ouais. Ouais, tu n'es pas au courant de la vidéo qui est sortie là? Si, je sais que Nestor Nana il a un séjour particulier avec ses amis, mais laissons le régler ses problèmes. C'est lui-même qui s'est mis dedans. Ils se sont déchiquetés grave. Bon, voilà. J'espère que tu n'as pas l'invitation pour me bloquer aussi. Hein. Non, non, c'est la photo qui m'a inquiété. J'ai dit, mais comment? C'est encore. Parce que je ne sais pas, je ne crois pas que Nestor Nana peut mettre la photo aussi. Gars, c'est quoi ta motivation de prendre l'image de quelqu'un, gars? J'ai constaté que ça lui faisait beaucoup mal. Et tu as décidé de prendre sa photo. Tu sais que si te signales sur TikTok, tu peux avoir des problèmes. Hein? Mais pourquoi il ne signale pas l'autre truc? Celui qui a usurpé sa photo en premier, là. Ah, moi, je ne peux pas m'engager dans une lutte que je ne connais pas, gars. De toute façon. Mais tu as suivi ce que je disais dans le live, gars. Moi, je pars de la base que tout ce qu'on a aujourd'hui, le phénomène de corps, ce qu'on a entendu de Maître Ndoki, tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'opposition, qui refuse d'accepter que il faut qu'on écarte l'ancienne classe politique, tous ceux de 1960 là en montant. Tous ceux qui ont été actés en 92 là. On a aujourd'hui la preuve dans la victoire du président Issa Chiroma, qui lui a décidé de remettre les compteurs à zéro. Parce que d'accepter qu'on fasse une transition, c'est de dire qu'on mette des compteurs à zéro. Lui donc qui a accepté qu'on mette des compteurs à zéro, on se rend compte que dès lors qu'il est sorti du régime, les premières personnes à vouloir absolument parler avec lui n'étaient pas les Camerounais. C'était par exemple l'ambassadeur de France. Est-ce que ça ne montre pas que en réalité on n'est jamais sorti du monopartisme avec le RDPC? C'est la question que je me posais ce soir et que j'essayais de répondre. Donc vraiment, voilà. C'est Paul Biya il a réussi à manœuvrer pour garder tous les partis d'opposition comme satellites du RDPC. Je pense que c'est plutôt la faiblesse de nos hommes politiques qui nous a gardés dans le carcan du RDPC. C'est la voix de Newcam, non? C'est Newcam? C'est lui. Oui. Ah oui, je comprends. Ok, c'est bon. Tu peux continuer. C'est la faiblesse de nos hommes politiques. Sinon, en 92, on aurait pu avoir le changement en 92. Imagine si en 92, Bello Bouba s'était rallié à... comment c'est... Frundi, voilà. Imagine si Bello Bouba s'était rallié à Frundi. Que ce soit pour l'élection présidentielle ou bien pour les élections législatives. Paul Biya serait tombé. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Paul Biya. Mais ils ont gagné en 92, hein. C'est un homme qui est venu arracher la victoire avec ses amis pour remettre au RDPC. Hein. Mais je veux dire, si c'était rallié, même avec la fraude, mais Paul Biya combien? 39? Il avait eu 39. Non, en fait, New Cameroun, tu confonds. En fait, il aurait fallu que Bello Bouba rallie l'opposition. Parce qu'en fait, le RDPC avait eu ce qu'on appelle une majorité relative. Et parce que Bello Bouba l'avait rallié, ça lui a donné la majorité absolue. Voilà, c'était ça. Donc, c'était les élections locales. Je parle d'abord des présidentielles. D'abord. Non, les présidentielles, Paul Biya a 39. Paul Biya a eu 39%. Oui. Frundi et Bello ont eu, je crois, 35 et 20. Donc, avec 2,55. Tu oublies un phénomène qui s'est produit là, qui était capital. C'est-à-dire, le phénomène de la transhumance politique est né en 92. Paul Biya a décidé de donner le mandat impératif libre hein, pour que les autres élus
puisse rejoindre le RDPC et donc lui donner la majorité. Hein. C'était un phénomène très important. En 92, on a eu la possibilité de faire tomber le régime de parti unique. On a été trahi par nos hommes politiques. Est-ce que ce soit Frunzi lui-même? Donc, sur deux points. D'abord, ils auraient pu s'allier, Bello et Frunzi auraient pu s'allier. Paul lui aurait perdu l'élection en 92. C'est vrai qu'il a gagné, mais pour dire que même la fraude ne l'aurait pas sauvé. La victoire aurait été tellement fracassante, ils auraient gagné avec au moins 70%. Paul Biya serait venu derrière avec 40-50% malgré toute la fraude. Qu'est-ce que je dis? Avec 30% malgré toute la fraude. Donc il aurait perdu. Et même malgré qu'il n'y ait pas eu alliance, si Frunzi avait maintenu le combat, s'il avait maintenu la résistance, s'il avait maintenu la revendication de sa victoire, Paul Biya aurait flanché. Mais il a préféré vendre sa victoire, il a pris l'argent. Tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, il a eu les parts. Est-ce que tu ne minimises pas le rôle? Est-ce que tu ne minimises pas le rôle de ses amis de l'opposition? Disons que, qu'est-ce qui se serait passé si les autres opposants, au lieu de faire ce qu'ils ont fait, de se rallier au RDPC, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient plutôt décidé de mener l'opposition réellement comme dans un pays qui a plusieurs partis politiques d'opposition? Oui, sur les deux plans, mais là, les élections locales ont eu lieu avant la présidentielle ou après. Non, peu importe les élections, peu importe lesquelles. À toutes les élections, qu'elles soient municipales, législatives, présidentielles, c'est toujours les mêmes choses qu'on voit. Aux élections locales, par exemple, évidemment, si les Bello Bouba n'avaient pas rallié Paul Biya, c'est que Paul Biya n'aurait pas pu gouverner pendant ces 5 ans. Il n'aurait pas pu changer les règles pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler que de 92 jusqu'à 2000, la dernière modification, jusqu'à 2012, c'est 2013, toutes les modifications du code électoral et de la constitution qui ont eu lieu n'ont eu que pour effet de maintenir Paul Biya au pouvoir, pour l'éternité. Donc, c'est justement parce qu'il a eu cette majorité-là en 92 au Parlement qu'il a pu légiférer pour s'arranger à pouvoir frauder justement en 97. C'est en 97 que l'opposition boycotte l'élection à cause justement du code électoral qui est déjà inéquitable. Et donc, vous avez vu la victoire que Paul Biya a eue à l'élection présidentielle de 97. Et à partir de 97, c'est à partir de 97 que l'opposition meurt. Parce que justement, il a eu cette majorité au Parlement de 92 jusqu'à 97. C'est qui lui a permis de modifier la constitution, modifier le code électoral pour que ça convienne à ses objectifs personnels. C'est là où le déclin du Cameroun est venu. Est-ce qu'il y a eu des morts pendant cette période, mon frère Newcam? Le commandement opérationnel. Je me rappelle d'un enfant, un gars qu'on appelait Djikam, qui avait été brûlé dans sa chambre d'université. Je me rappelle d'un ministre qu'on avait envoyé à l'université à l'époque, là, qui a politisé l'université. Il est devenu ministre de la Justice plus tard. Je crois qu'il est encore jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que ça n'a pas contribué à traumatiser l'opposition et surtout à garantir à Paul Biya son éternisation au pouvoir? Tout ça a contribué. Ils nous ont trahis, les hommes politiques nous ont trahis. La trahison de 92 à 97 a été la plus meurtrière de l'histoire politique du Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus que des épouvantails qui nous servent d'opposants. Ça, c'est dur d'entendre ça, hein, Newcam. C'est dur, hein. En 2026, de savoir ça, c'est dur, hein. Mais aujourd'hui, Issa Chiroma est sorti, après tout le parcours qu'il a eu dans le pouvoir, à la fin de sa vie, il a décidé d'avoir une sortie honorable. Il a décidé d'avoir une fin de vie honorable. Et il a décidé de se battre pour son dernier combat. Ça, c'est une aubaine. C'est pas quelque chose qu'on pouvait espérer. C'est une aubaine qui s'est offerte à nous. Et on devrait encourager à ce qu'il y ait plusieurs autres initiatives comme ça. Parce qu'au point où on en est, mais je suis obligé de donner raison à certains Sazina qui nous disaient là que le vrai combat, c'est dans le RDPC même. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien. Si plusieurs peuvent quitter le système, peuvent faire défection du système comme ça, le système va tomber. Si on doit se attendre les opposants, c'est qu'on aura encore du pain sur la planche. Parce que nos opposants ne sont pas sérieux. Est-ce que vous avez vu la façon dont Chiroma est sorti avec humilité? L'humilité que tous nos opposants n'ont pas pu avoir, bon Dieu. Pendant 7 ans, nos opposants n'ont pas pu s'asseoir, bon Dieu. Chiroma est venu
Il s'est mis au pied de Moïse Kamto, ce que personne n'a pu faire. On a vu le petit Cabral Libi qui a dit qu'il ne peut pas se mettre au pied de Kamto. On a vu les Matomba qui ont dit que je suis fort. Hausser les épaules, ils sont forts. Tiroma est venu, il est le grand frère de Kamto. Il est son aîné sur le plan politique. Kamto ne le vaut pas, Kamto n'a pas sa carrière politique. Mais il s'est mis à genoux au pied de Kamto. Il s'est mis à genoux au pied du peuple camerounais, au pied de l'électorat, supplier les Camerounais de lui accorder cette chance-là. Aucun opposant n'a pu le faire. Mais je te pose la question, mais lui, Thierry Maki a tout accompli dans sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui à 78 ans? Qu'est-ce qui lui manquait dans sa vie? Moi, on a des petits opposants, des rigolos qui sont là. C'est-à-dire, tu sens que vraiment, ils s'en foutent, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils ne veulent pas réellement changer le pays. Là, tu comprends? C'est tous des satellites du régime. Ils n'ont pas réellement la détermination pour renverser le système. Oh, Thierry est venu avec la détermination. Il est venu avec la hargne que ce système doit absolument tomber. Et il a tout fait pour avoir le maximum de voix des Camerounais possible. Quand les gens disaient qu'ils ne voulaient pas gagner, mais tu entends ce discours abracadabra. Thierry ne voulait pas gagner l'élection. Quelqu'un qui s'est humilié, s'est séparé de sa secrétaire qui l'a accompagné pendant 30 ans parce qu'il ne voulait pas s'aligner à un électorat. Vous nous dites qu'il ne voulait pas gagner l'élection. On a d'abord dit qu'il n'allait même pas défendre sa victoire, tu te rappelles? Avant de défendre la victoire, gagner d'abord, il faut d'abord gagner. Donc, ils ont d'abord dit qu'ils ne devaient même pas d'abord gagner. Toi, tu arrives à défendre la victoire. Ils ont d'abord dit qu'ils ne devaient même pas gagner. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas gagné. Aujourd'hui, ils sont les théories pour nous démontrer qu'ils n'ont pas gagné. Tu sais pourquoi j'utilise cet argument? C'est parce que qu'est-ce qui prouve qu'un autre opposant allait défendre sa victoire? Si on part sur la base de la paix et pas les unes, est-ce que la paix et pas les unes intègre le fait qu'on va défendre sa victoire? Mais les gens ont voulu nous faire croire que dans la paix et pas les unes, il y a la défense. Mais dernièrement, ils tentent de faire des contorsions pour nous expliquer comment dans la paix et pas les unes, il y a la révolution. Il y a des noms qui me donnent des céphalées, des noms qui me rendent malade. Mais les gars réussissent à défendre ça et ils nous ont fait avaler ça. Parce que quand on commence à voir la certitude que la candidature de Kamto sera rejetée, mais on commence à poser des questions à Footing, parce que les Footing, les Kanga, mais on commence à les poser des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien une certitude que la candidature sera rejetée. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous disent non. Tout est prévu, tout est déjà anticipé. Tout est planifié, il n'y a pas d'inquiétude. Mais voilà ce qu'ils nous disent. C'est quand on insiste, on dit, mais comment vous nous dites que tout est déjà prévu? S'ils rejettent, qu'est-ce qu'on va faire? Comment le peuple va savoir que le peuple va se lever? Ils disent que mais tout est dans le dé. Tout est dans le dé. Il y a l'IVSD. Mais est-ce que le peuple connaisse? Est-ce que le peuple connaît? On est sur TikTok ici, nous sommes en diaspora. Donc nous, on a la possibilité de parler du dé, de l'IVSD, discuter de ça à longueur de journée. Mais au pays, qui sait? Qui connaît l'IVSD? Ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas. Mais toi, tu restes dans ta tête. Moïse Kamto reste dans sa chambre. Se dit que les Camerounais ont une conscience collective et les Camerounais devaient comprendre que c'est de la bêtise. Les Camerounais devaient comprendre qu'ils doivent sortir de façon spontanée. De façon spontanée et simultanée. Spontanée et simultanée. Dans sa tête, les Camerounais ont une conscience collective à telle enseigne qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et eux tous, ils pensent la même chose au même moment. Comment les gens pensent la même chose au même moment? Mais chacun a des degrés de compréhension. Moi, pour comprendre que Moïse Kamto était un pion, moi, ça m'a pris du temps. J'ai été longtemps dans l'ambiguïté. Comment tu dis qu'il est un pion? Quels sont tes arguments pour dire qu'il est un pion? Mais c'est le meilleur pion. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un opposant qui fait de l'union. Ça, c'est le premier point. Un opposant qui a la possibilité de renverser un système. Il refuse la coalition. Ça, c'est déjà un élément. Non seulement il refuse la coalition, pire encore, il envoie, il commissionne des membres de son parti politique pour attaquer l'opposant qui est le plus en vue. Mais les Camerounais, vous ne dormez pas, mon frère. Il est 2 heures. Je vois les gars, mais Seigneur Dieu, vous êtes incroyables. C'est fantastique. Ça montre à quel point les gars ont soif du changement. Comme tu viens peut-être de fermer. Ah, attends, là, c'est important de voir à quel point les Camerounais sont vraiment amoureux de... Ils veulent le changement.
Vraiment, ça fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui sont là, tapotez un peu, hein. C'est vrai que c'est tard, mais on a moins de corps. Je vois quelques corps en bas là, mais tapotons quand même au moins pour nous protéger. Les gars viennent d'où? Peut-être ils viennent sûrement de Sekenda. Non, tu sais qu'ils sont abonnés sur nos pages, donc ils ont les notifications quand on se connecte et il faut qu'ils archivent J'ai failli dire quelque chose de pas très gentil. Je suis tombé sur un live aujourd'hui. Le matin, apparemment, la personne a oublié de couper sa caméra quand elle faisait son café. Et donc, on a vu le profil de la personne. Généralement, quand on fait live, on est toujours assis. Donc, on nous voit toujours assis. Et on ne sait pas vraiment à quoi on ressemble quand on se tient debout. Donc, pour nous autres qui allons dans les manifestations depuis 2018, on connaît déjà le profil physique de tout le monde. Mais il y a des gens qui répondent à des nomenclatures physiques qui nous intéressent particulièrement. C'est-à-dire, quand tu vois un homme qui fait 3 fois le poids qu'il devrait faire, tu imagines qu'il ne fait pas beaucoup d'exercices. Et généralement, c'est quand ils sont assis à la maison et qu'ils font le home office. Donc, je vous confirme que dans corps, désormais, il y a une section home office de corps qui travaille dès la maison. Donc, ils ont un ordinateur qu'on leur envoie, ils ont un microphone qu'on leur envoie, et à la fin du mois, ils partent signer leur cachet. Ils ne sortent plus de la maison. La mission est confirmée. Nuit à tous les prix, à tout prix, à la communication qui permettrait de mettre en avant le président de l'élection de 2025. Ceux qui ont suivi mon regard ont compris. Voilà, gars, je te laisse continuer. Je ne voulais pas t'interrompre. Parce que si avant, on pouvait encore avoir des doutes, parce que moi, j'ai eu des doutes, beaucoup m'ont même traité d'infiltré, parce que moi, j'étais ambigu. Moi, j'avais encore espoir que non, je ne peux pas croire que réellement, Moïse Kamto ne veut pas le changement. Moi, je me disais que peut-être il voulait seulement sauver sa vie. Ça, c'était l'idée que moi, j'avais. Tandis que les Tchumbu, les Kemda, pour eux, non, ils avaient clos le dossier. Pour eux, Kamto était un trait. Mais moi, personnellement, j'étais encore dans l'idée que non, je ne peux pas accepter que Kamto ne veut pas le changement. Il voulait surtout sauver sa vie. Mais quand il est arrivé, quand il a fait sa conférence à Mars, là, quand le gars vient dire une certaine victoire, bon Dieu. Mais après qu'il ait dit ça, c'est-à-dire le dédain, il renie la victoire du peuple, il renie les sacrifices du peuple. Rien qu'à partir de cette phrase, non, tous les doutes se sont évaporés. Donc, ce que les autres avaient déjà eu à comprendre depuis, que vraiment, n'attendons plus rien de Kamto. C'est là que moi j'ai compris ça. J'ai compris ça peut-être 3 mois après les autres. Après les Kamek, Kodial et tout cela, les KSP. Moi, j'étais en arrière. Donc, on n'a pas tous la même vitesse de compréhension. Moïse Kamto ne peut pas s'attendre à ce que les Camerounais... Il n'est pas bête. Sauf si vraiment... Comment il veut s'imaginer que les Camerounais vont avoir la même vitesse de compréhension des choses? C'est impossible. Et encore que je n'ai pas expliqué, même si tu expliques... Donc, même si tu donnais la démarche à suivre, les gens n'allaient pas comprendre. Mais toi, tu ne dis rien. Tu préserves l'ambiguïté. Et tu attends que les gens réagissent. C'est la bêtise. Non. Son objectif est clair dans l'opposition. Il continue dans la même ligne que John Fundi. C'est-à-dire, faire croire qu'il est l'opposant redouté, canaliser toutes les aspirations du peuple dans une direction et ensuite mener le peuple dans le ravin. À chaque fois, mener le peuple dans le ravin. C'est ce que Moïse Kamto fait depuis 2018. Mais ce qui est bizarre, c'est ce que tu dis, je ne peux pas confirmer ni infirmer parce que je suis encore militant du MRC. Mais est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas camerounais, s'il t'écoute, il va te demander, mais raison, quelle serait la motivation pour laquelle il pose cette action-là, selon toi? Quand tu repars encore écouter ces interviews de 2012, quand il venait de démissionner, le langage qu'il tient à l'endroit de Paul Biya, mais c'est le langage de quelqu'un qui est soumis. Est-ce qu'il était vraiment sorti du gouvernement pour s'opposer au régime en place? Quelle était sa motivation de quitter le régime? Il faut d'abord se poser une vraie question. Pourquoi il est entré? Est-ce qu'il a été un jeune opposant? Parce qu'en 2008, on massacrait les Camerounais. C'était l'occasion pour lui de démissionner. C'est l'occasion pour lui de s'insurger contre ces massacres-là. Mais au contraire, il n'a rien dit. Et il y a un journal qui dit que, bon, parfois ils disent que c'est faux, le journal est faux. Mais même si le journal est faux, le simple fait qu'il n'est pas condamné, en supposant même que oui,
le journal dans lequel il aurait encouragé la modification de la Constitution serait faux. Mais il n'a pas condamné ce qui se passait. Il n'a pas condamné. Donc, en 2012, quand 4 ans plus tard, 4 ans après qu'il y ait eu des massacres pour réviser, pour entériner la pérennité de Paul Biya au pouvoir, il se lève et démissionne. Il ne donne pas de véritable motif de sa démission, des motifs concrets pour démissionner. Et là, dans l'opposition, une opposition contrôlée. Parce que tu écoutes ces discours, c'est des discours d'un opposant de complaisance. En 2018, il accélère en 2018 pour faire croire que vraiment il est opposant. On ne sait pas, est-ce qu'il était réellement en prison? On ne sait pas. Ou bien peut-être en 2018, il a vu tenter sa chance, mais toujours est-il que à partir de 2020, il n'y a plus rien eu. À partir de 2020, il a arrêté toute revendication, il a arrêté toute contestation. De 2020 à 2025, un parti politique ne fait aucune manifestation. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un parti politique va vivre sans faire de manifestation? En dictature. Regarde ce qui se passe aujourd'hui à la révision constitutionnelle. Jeune Afrique a annoncé la révision constitutionnelle depuis janvier. C'est en mars. Il attend avril jusqu'à ce que la révision soit entérinée, que la loi soit votée. C'est là qu'il intervient. Pourtant, il a eu une information 4 mois avant. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, il y a un projet de découverte administratif qui est en train de se faire. L'objectif est clair. Tout le monde connaît que l'objectif, c'est de favoriser l'implantation du RDPC dans la distribution des sièges. Il ne dit rien. Tout ce qui se passe au pays, il ne dit rien. Mais c'est quel opposant qui fait ça? Ce n'est pas un opposant. C'est quelqu'un qui est clairement là pour endormir les gens. Il a eu un discours en 2018, un discours tribaliste qui visait clairement à rameter tous les Bamileke derrière lui. Il a réussi à le faire. Aujourd'hui, le peuple le plus contestataire du pays voit en lui l'homme providentiel, voit en lui le libérateur, le sauveur. Or qu'il ne l'est pas. Il n'est pas prêt à libérer le Cameroun. Aujourd'hui, on est arrivé au point où des gens partent porter plainte au Conseil constitutionnel, sachant très bien que ça n'aura aucun impact. Et après, quand on reçoit les recevabilités, les gens réussissent à vous justifier en vous disant que Maurice Kamto a déshabillé le Conseil constitutionnel une nouvelle fois. Qu'à chaque fois que Maurice Kamto porte plainte, c'est pour démontrer l'inutilité du Conseil constitutionnel. Mais c'est incroyable. Donc, à chaque fois, après ce que nous avons vécu le 5 août, comment se fait-il qu'il y ait encore un Camerounais qui a encore un semblant d'espoir dans le Conseil constitutionnel? De qui se moque-t-on, franchement? De qui? Maurice Kamto a brûlé les Camerounais. Je vais te faire écouter quelque chose. Peut-être ça va aider les autres qui sont là sur le panel. L'élection législative et municipale de 2000. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous dites le patron des boycotts, vous écoutez. Déjà, c'est une contre-vérité. Donc, en tant que journaliste, vous véhiculez une contre-vérité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle que nous avons participé aux élections législatives et municipales de 2013. On ne fait donc pas comme si le MRC s'est créé pour boycotter les élections. En 2013, nous avions 7 mois. On venait de créer le MRC, on avait fait 7 mois d'existence. On s'en est sorti avec un député, mais on en avait plus. Demandez à tous les hommes politiques qui sont sérieux, sincères. Ils vous diront qu'on avait gagné au moins 3 sièges ici. On nous a refusé. On avait gagné pour la mairie, on avait gagné Yaoundé 2, la tête de liste qui était là. On a eu 52%, on a inversé, on nous a donné 48%, nous avons les documents. On avait gagné Yaoundé 7 et on avait gagné Yaoundé 3. Voilà la vérité. Maintenant, vous dites, vous qui êtes le patron de l'école. D'abord, quand vous êtes journaliste, quand vous personnalisez, vous dites vous êtes le patron de l'école. Donc ça devient une affaire de Kamto. Moi, le MRC est allé aux élections, Kamto a boycotté.
Pardon? Le RDPC, c'est hier qu'on accuse. Non. Vous m'avez entendu parler de Biya à un moment donné. Ni dans ma vidéo, ni ici, je n'ai prononcé son nom. J'ai parlé du président de la République dans sa fonction présidentielle, madame. Je parle du président de la République dans sa fonction présidentielle. Pourquoi vous personnalisez les choses au Cameroun? Pourquoi ça devient des questions individuelles? Et c'est pour cela. Voilà, je m'arrête là. Est-ce que vous avez compris que là, il s'agit d'un débat autour de la personnalisation des concepts politiques et même de l'idée de boycott? Si vous avez entendu ceci, est-ce que vous pouvez donc dire que ce monsieur est le responsable de Corps? Qu'il est lié à Corps? Parce que Corps, c'est la personnalisation de la politique au sein du MRC et même dans toute l'opposition. Parce que Corps veut dire Kamto ou rien. Ça veut dire que le discours qu'il vient de dire est vrai si et seulement si il dit publiquement qu'il n'a rien à voir avec Corps. Est-ce qu'on est d'accord? La question, je vous la pose. J'ai pas bien suivi. En fait, c'est une journaliste qui lui pose la question lors de la conférence de presse qu'il a donnée. Et on lui dit que il a boycotté, il est devenu en réalité le président du boycott en réalité. Je paraphrase. Et lui de dire non, il n'a jamais rien personnalisé. Et que lui, ce n'est pas lui qui a refusé, c'est pas comme si le MRC est parti à l'élection et lui a dit non. Sauf que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les commissions qui sont créées au sein du MRC pour poursuivre, traquer, inquiéter, diffamer, insulter, nuire à la liberté des propres militants de son parti qui, eux, ont soutenu Issa Tiroma, on voit que les gens comme Wilfried Ekanga et toute sa secte n'ont pas été sanctionnés. On peut donc dire clairement que Corps, Kamto ou rien ne pose aucun problème, soit tant au président Maurice Kamto qu'à tout le directoire du MRC, puisque c'est eux qui convoquent tous ceux qui ont soutenu Issa Tiroma. Quand on voit le discours qu'a tenu Albin Zongan, quand on voit pas seulement les discours qu'il a tenus en traitant des dissidents, tous ceux qui avaient soutenu Issa Tiroma, quand on voit qu'une commission a été créée, et aujourd'hui vous avez suivi mon ami politique Mathieu Kemoué, qui vous expliquait effectivement comment est-ce que lui il a vécu ça dans sa chair. Et je vous rappelle que pour le moment, ce qu'il vous dit, ce que Willy Menge vous a dit, ne sont que le côté du Cameroun. On n'a pas encore ouvert la page de la diaspora. Et c'est là que les choses vont faire très mal. On n'a pas encore ouvert la page de la diaspora. Vous ne savez pas encore ce qui se passe en Europe avec le MRC. Et là, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est le pire qui arrive. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a dit publiquement qu'il n'y a pas de personnalisation et qu'au sein du parti, tout est fait pour personnaliser en fait la vie politique, quel est le sentiment que vous avez globalement sur le de qui? Mais d'abord, sur le point du boycott, il veut faire croire là que c'est le parti qui a pris la décision. Bah mais attends, quand ici il nous dit que c'est le parti qui a pris la décision du boycott, nous savons tous qu'il a pris la décision unilatéralement. Il fait des canaux lui-même à avouer ça. Il y a le leader éclairé qui va aussi dire quelque chose tout à l'heure. Fini, il faut aussi qu'il dise quelque chose. Donc, est-ce que là, il n'est pas en train d'avouer plutôt que Maurice Kamto est le MRC? Le MRC, c'est Maurice Kamto. Le MRC, c'est résume à Maurice Kamto. Il est en train d'avouer ça là. Parce qu'il dit nous. Même s'il avoue, c'est faux. C'est pas son parti. Mais dans la pratique, le MRC se résume à lui. Ils veulent nous imposer ça, mais nous on dit non, jamais ça va se faire comme ça. Lors du boycott, il aurait pu faire passer la chose à un vote, mais il a préféré se substituer du vote et prendre la décision seul. Cette fois-ci, pour le mot d'ordre de vote, il aurait pu se soumettre au vote, mais il a préféré prendre la décision unilatéralement. Donc à chaque fois qu'il y a des décisions importantes, il préfère prendre les décisions lui-même. Il prend les décisions lui-même, il impose au parti, il veut faire passer la décision comme une décision que tout le parti a choisi, que tout le parti endosse. Donc, finalement, il ne peut pas régner la personnalisation. Le MRC se repose uniquement sur Maurice Kamto. Et d'ailleurs, tous ces militants eux-mêmes avouent que le MRC à Maurice Kamto, c'est rien. Donc, et si Maurice Kamto n'est plus là, eux tous ils quitteront le parti. Eux-mêmes l'avouent. Aucun d'eux ne le nie.
Et c'est ça le pire, Stevie. Donc aujourd'hui, on est arrivé au point où des gens sont dans un parti pour suivre un homme. Le jour où il ne sera plus là, on jette le parti à la poubelle. Voilà au point où nous en sommes. Le jour où Moïse Kamto sera dans le MSC, le MSC tombera. Et c'est ça le plus grand danger. Ils seront surpris que le MSC ne tombera pas. Il y a des hommes politiques au sein du MSC, des femmes politiques de qualité. Et ces gens ne vont pas être écartés du parti parce qu'on veut faire du parti le parti de quelqu'un. C'est impossible. Pas tant que nous sommes vivants au sein de ce parti-là. À ce niveau, vous pouvez nous faire confiance. Il y a Leader Éclairé qui est là. Leader Éclairé, bonsoir, bienvenue à toi dans notre discussion. J'espère que tu vas bien. Tu es avec nous? Leader Éclairé, ton microphone est fermé. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Leader Éclairé une fois. Leader Éclairé 2 fois. Les marchés sont faits. Je vais te faire descendre. Tu pourras continuer de dormir tranquillement. Je crois qu'il dort. Alors, KSP, je ne sais pas si tu as suivi, ou toi, tu ne sais pas si KSP est encore éveillé. KSP? Ouais. Je sais que je te vole ton temps de sommeil, mais on est déjà à la fin. Bientôt, on va conclure le direct. Donc, on a une vidéo de Moïse Kamto lors de sa conférence de presse qui est interpellée par une journaliste qui lui pose la question sur la personnalisation de la chose politique au sein de son parti et des décisions qui sont prises. Il répond par la négative en disant non, c'est pas le cas, c'est pas possible. C'est lui, c'est pas lui, donc tout est concerté au sein du parti. Avec l'existence de corps aujourd'hui, l'impunité qu'on observe de tous les militants du parti, la double vitesse qu'on voit, le 2 poids 2 mesures, est-ce que tu crois que cela peut être pris au sérieux, et surtout au vu de ce qu'on a dit avec l'opposition camerounaise qui est totalement, qui confirme qu'on n'a pas de multipartisme au Cameroun? Mais c'est un mytho. C'est un mytho. C'est simplement un mytho. La personnalisation, elle est fortement, elle est, comment je vais dire ça? Ça pue tellement qu'on le ressent même ici, là où nous sommes. En diaspora, ça se ressent. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple pour justifier cela? On a déjà Willy Mung, comme tu as dit, qui avait expliqué que lorsqu'il a fallu se concerter au sein du parti pour prendre une décision quant à l'orientation à donner sur le candidat à voter, unilatéralement, après que plus de 90% de la CIS était en faveur de Issa Chuma Bakari, lui il a pris la résolution d'aller dire autre chose. Quand on regarde l'élection de 2020 qui avait été renvoyée, on a comme l'impression que pour lui, oui, on a comme l'impression que pour lui, en fait, c'est s'il ne passe pas d'abord, les autres ne passent pas. Quand on regarde le rejet de sa candidature, on analyse les contours, les circonstances du rejet de sa candidature, et New Cameroun a fait bien de le rappeler, parce qu'on rappelait tout le temps, c'est quoi le plan qui suit après si la candidature de Moïse Kamto est rejetée. En fait, il n'avait rien prévu, parce que c'était lui ou rien. Ensuite, quand on regarde la manière avec laquelle il est revenu, il a dit qu'il est revenu carrément comme Mobutu. Il est revenu à la tête du parti comme Mobutu. Il est revenu comme qui, papa? Comme Mobutu. Hey. C'est-à-dire, c'est du Mobutuisme qu'il a fait en revenant à la tête du parti. C'est-à-dire qu'il s'en fout, il viole les textes, il ne veut pas savoir et il veut justifier en fait. Moi, j'ai suivi ton AP tout à l'heure sur le panel de Michel qui expliquait en réalité que il n'y a aucune disposition de vos statuts ou de votre règlement intérieur qui stipule que les assemblées générales ou encore les conventions peuvent se faire en ligne. Je ne suis même pas sûr que les textes de loi du Cameroun autorisent ça. Voilà. Donc, parce que les textes de loi du Cameroun ont été faits en un temps qui n'intégrait pas ce genre de pratique-là. Ça n'intégrait pas parce qu'on n'était pas encore à l'ère où le numérique avait pris l'ampleur que cela a aujourd'hui. On est bien d'accord. Aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises au Cameroun qui ne peuvent pas faire des entretiens en ligne. Mais en Occident, c'est possible.
Pourquoi? Parce que le numérique sied par rapport à ça. Et ils ont refondu leur texte, leur statut, leur modèle de recrutement. On ne va pas rester une entreprise, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qui est au Cameroun depuis peut-être 25 ans et qui a fait ses statuts, la base du recrutement en disant que non, le recrutement se passe au sein du parti. Et après, vous allez aller recruter quelqu'un en faisant un recrutement en ligne et vous dites que non, c'est les textes qui le disent. Non, vous avez fait un grand écart. C'est très On malhonnête. peut même dire qu'on doute même de la fiabilité de ça parce que dès lors qu'on a vu Dieudonné Yebga et son ami Tout à politique fait, stratégique, modifier un exactement, site officiel du parti, du pays, exactement, on peut dire que tout ce exactement, qui s'est passé derrière, c'est peut-être de la truanderie, on n'est pas sûr. exactement. Donc, c'est cet ensemble d'éléments qui me font penser qu'en réalité, Maurice Kamto, lui, tout tourne autour de lui. Et je vous renvoie hein, d'aller sur, je ne sais plus comment on appelle la page du monsieur là sur YouTube. Là où j'ai expliqué très bien, j'ai essayé de détailler sa sortie avant cette conférence de presse là. Lorsqu'il avait fait sa sortie là, les éléments de langage dans cet audio là, Maurice Kamto montre aisément, en fait, je démontre aisément comment en fait, tout ce qui sort de sa bouche là, ce n'est que lui, je me moi. Ce n'est que ça. C'est dommage parce que aujourd'hui, il veut hypothéquer l'avenir politique de plusieurs autres personnes qui aspirent à des lendemains meilleurs, qui aspirent à des postes électifs par le touchement du MSC. Ces jeunes ne veulent pas partir ailleurs. Mais lui, il veut hypothéquer ça. C'est méchant. C'est méchant. Mais le pire, c'est que ça avait leur sentiment eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont prêts à... Le pire, c'est qu'eux-mêmes, ils sont prêts à simuler pour lui. Non, hein. les Stevie ne sont pas d'accord. Les Stevie et les minorités ne sont pas d'accord. Non. Newcam, non, c'est faux. C'est ce que eux ils veulent faire croire. Si tu regardes aujourd'hui, tu vas voir que Corps il n'est pas minoritaire, il est marginal en réalité. Corps, c'est quelques personnes qui se cachent dans l'ombre et qui pilotent des esprits sans cerveau pour faire croire que ce que nous disons, c'est du bruit. Mais vous voyez que depuis que nous, on commence à être organisés, vous avez entendu mon ami tout à l'heure qui vous a dit qu'on est dans un groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp qui regroupe plus de 100 personnes. Et ça, c'est seulement le groupe, les gens qui ont les cadres, hein, je vous parle là des cadres du parti. Je ne vous parle pas des lambda non, les cadres du parti. Voilà. Et quand on parle de cadre du parti, chaque cadre du parti est généralement élu. Ça veut dire que il a été élu par d'autres militants du parti. Donc, on a derrière nous des centaines, des milliers de militants du parti. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous renvoyer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous exclure, parce qu'ils savent que nous exclure, c'est vider le parti à 100% et c'est confirmer ce que nous disons. Donc, ils sont dans un dilemme aujourd'hui. Mais Stevie, c'est le directeur qui dirige le parti et tous les membres du directeur sont nommés. Non, c'est la base du parti qui contrôle le parti. C'est en fait l'idée que le Paul Biya fait croire aux Camerounais que le parti est dirigé d'en haut. Quand Yaoundé respire le Cameroun, c'est faux. Un parti sans sa base n'est qu'un groupe de personnes, c'est un groupe d'amis. Je voulais juste ajouter. Tu vois que la base est déconnectée du directoire. En réalité, c'est ça. Et c'est même la base qui fait trembler Chiruma pour que Chiruma comprenne qu'il doit se réorganiser. Sinon, sa base va le lâcher. C'est pour ça qu'il se réorganise. Je voulais dire aussi à Yaya en commentaire que oui, effectivement, Yaya, j'avais déjà eu à relever ce que tu mentionnes là. Que dans son discours, lorsqu'il avait commencé en disant « ils l'ont tué », en fait, il veut venir prendre la place d'Anissé et Kane. C'est autant d'éléments qui montrent qu'en fait, l'homme ne pense qu'à lui, en fait. Il ne pense qu'à lui. Tout ce qu'il fait, c'est lui. C'est le je me moi. Et ce qui m'horripile en plus, c'est le fait qu'il passe son temps à faire à pondre ses pensées qui ne nous servent à rien. Et les gens veulent venir expliquer que non, les pensées qu'il produit tous les lundis là nous servent à quoi? Nous, on a faim, on a soif, on a besoin de route, on a besoin d'électricité. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui republiaient généralement les contenus de ce genre de contenu ne le font plus? Oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi je ne les lis plus. Qui sont nés pour faire sa campagne. Stevie, je ne lis plus ses pensées. Je ne les lis plus. Je ne les lis plus depuis ce que j'ai remarqué
après tout ce que Wifi Kanga avait commencé et qu'on était en train de le recadrer là, et que Angébel Obonda tu es venu raconter ce qu'il avait raconté là, et j'ai dit que mais on est même dans quoi là? Hein? On est dans quoi? On est dans quoi? On veut faire tomber un régime, ils veulent nous expliquer que Chiluma c'est un pion. Un pion dont on arrête le photographe. Le photographe a disparu. Un pion dont on arrête les membres qui étaient proches de lui. Un pion dont on arrête le chauffeur. Mais c'est pas possible. Les gens, ils nous prennent pour des idiots, quoi. Et les Michel Ndoki viennent en mettre une couche. Non, l'élection est derrière nous. L'élection est derrière nous. Il faut passer à autre chose. Vous revenez dans les bâtisseurs. On va reconstituer le Cameroun. Mon cul, oui. Sur quelle base? Mais Yann, est-ce que tu as vu comment les corps ont accueilli Michel Ndoki? Mais bizarrement, il n'est plus une infiltrée de Tanganji. Moi, j'étais surpris. C'est justement ça. C'est là où tu comprends Michel Ndoki que... C'est là où tu comprends New Cameroun que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes patates d'un... C'est les patates d'un même sion. Le joulatisme. C'est les mêmes gens avec les Cabral Libye. C'est les mêmes gens avec les Ouzi. Le RDPC là et le PCRN, c'est les mêmes gens avec le RDPC. Est-ce qu'ils s'interrogent même sur la cohérence de leur démarche? Quelqu'un que vous traitez de pion du régime vient sur le panel de Michel Ngacho, que vous traitez également de pion du régime, et refuse d'aider son collègue pion du régime à insulter Moïse Kamto, qui est le seul opposant. Et pour vous, c'est cohérent. Dans les normes, Michel Ndoki, pion du régime, elle devait plutôt venir et insulter Maurice Kamto avec allégresse. Mais comment? Donc vous devez quand même, avant de porter Michel Ndoki en triomphe, vous devez quand même reconnaître soit que vous vous étiez trompé et elle n'était pas une invitée du régime, hein? Soit Michel Ndoki est une menteuse et effectivement, vous avez tort de dire que la victoire est derrière nous. Parce que ce que Michel Ndoki a fait hier est terrible. Nous dit que le Cameroun est gouverné. Le Cameroun est gouverné et les corps la portent en triomphe. Une femme nous dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, c'est nous-mêmes les Camerounais. Ça veut dire que toute personne qui ne reconnaît pas la victoire de Tiroma est l'ami de corps. À qui ça profite? À l'opposition, à la jeunesse ou au RDPC et à Frambia? Tout ça profite à Frambia, évidemment. Et ils le savent bien. Donc, on peut revenir sur les propos de mon ami politique qui disait que... Bon, c'est pas mon ami politique, lui. Lui, c'est le docteur professeur Boni, qui disait dans dans son passage, toujours chez notre ami Michel, que effectivement, il a eu un entretien avec quelques militants du parti, notamment le Bonda Chua, et qu'il avait retenu de cette conversation que Frambia n'était pas un problème pour le Cameroun. Mais quand Dachua dernièrement nous expliquait que ne nous inquiétons pas. Le bon ou le mauvais? Non, quand le bon, il faut nous préciser, c'est le bon. Quand le bon Dachua nous expliquait il y a quelques mois qu'il y aura des élections présidentielles anticipées. Donc dans sa tête, sa stratégie c'était d'attendre la mort de Paul Biya. Et lui, il voulait endormir le peuple pour que le peuple attende les élections anticipées. Sachant que quoi? À ces élections anticipées, c'est Frambia qui sera installé. Est-ce que vous comprenez le jeu? Bien sûr. Donc, il vous fait attendre, il vous fait laisser Chiroma pour attendre les élections, les prétendues élections anticipées. Parce que le moment où il nous disait ça, c'était pendant la crise. C'était quand la crise était à son comble. Il a fait miroiter au corps qu'il y aura des élections anticipées, que ça ne sert à rien de défendre la victoire de Chiroma. Attendons tranquillement les élections anticipées de 2028. C'est toi qui as la vidéo là, non, Nyokami? J'ai toutes ces vidéos. J'ai un disque dur d'au moins 4 Tera ici. J'ai toutes ces vidéos là. C'est archivé, documenté, étape par étape. C'est archivé. Donc les gars, vraiment, je ne vais pas vous prendre toute la nuit. Vraiment, merci d'avoir participé à cet échange là. Demain, on va voir un peu comment on pourrait évoluer. Mais il faut qu'on commence à mettre les noms sur les actions parce que ces gens, même dans 50 ans, il faudra qu'ils payent ce qu'ils ont fait au peuple camerounais. Les gens qui sont tombés après 2025, après le 12 octobre 2025, ne peuvent pas être tombés en vain.
Ils ne peuvent pas être tombés dans l'oubli. Il faut que on associe à ça les gens qui ont accompagné leur disparition, qui ont muselé le peuple qui voulait réclamer la justice pour ces gens-là. À Nuremberg, on a connu un truc pareil. Il faut que le Cameroun s'inscrive dans ce contexte-là. La plainte que le président Tiroma a lancée est un message fort. En France, il y avait une opération comme ça, on disait dénoncez votre porc, dénoncez votre cochon. Donc, il faut que chacun de nous, quand vous voyez les publications de ces gens-là, capturer, garder, ça servira même dans 50 ans. Même avec 2 dents dans la bouche, qu'ils soient albinos, qu'ils soient noirs, qu'ils soient bleus de peau, ils vont devoir répondre de leurs actions devant la justice. C'est important. Ok. Justement, là où on voit l'ampleur du cynisme de la démarche de ces gens-là, c'est qu'ils ne pensent pas à ceux qui sont tombés derrière nous. Oui, que le gars ne veut pas dormir, non. Quand ils nous disent que les élections sont derrière nous, qu'on doit avancer, qu'il n'y a aucune victoire à défendre, c'est qu'ils ne pensent pas à ces 50 personnes qui ont perdu la vie. Non, ils pensent à eux. Ils pensent à eux. Ils ont fait un choix déjà. Ils sont méchants. Ils sont méchants, franchement. C'est quand il n'y aura pas d'élection qu'on va s'asseoir et discuter avec eux. C'est une question de temps. Attendons d'abord de voir comment ils vont réagir quand ils vont découvrir que leur accord ou bien ce qu'ils sont en train de faire, espérant qu'il y aura une élection, c'est quand ils verront qu'il n'y a pas d'élection qu'on va voir le vrai visage. Et de toute façon, même s'il y a élection, vous allez découvrir les nouvelles formations politiques de vos amis corps. Moi, je suis très content. On a même des hauts cadres du parti qui prétendent être corps, qui ont déjà déposé les documents dans des partis politiques de Yango. Donc, pour le moment, je ne me précipite pas. Comme vous avez entendu aujourd'hui, on observe leur réaction d'abord. On a tout ce qu'il faut de côté, donc on va sortir les éléments par élément. Mais je vous dis encore que le gros dossier n'est pas encore dehors. C'est comme l'affaire Epstein ou Epstein. C'est quand le vrai dossier va sortir que vous allez mettre la main sur la tête. Parce que là, on n'a pas encore parlé du nerf de la guerre. Voilà. Donc les gars, vraiment merci d'avoir accompagné cette échange. Bonne nuit tout le monde. Yaya, bonne nuit à toi. Bonne nuit à tous ceux qui sont en bas. Bonne nuit à tous ceux qui sont à la fenêtre. Donc portez-vous bien, bonne nuit.